Un très très grand bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle session de webinaire consacrée à notre service idée d'investissement. Une session quelque peu particulière puisqu'elle va être dédiée aux valeurs justement donc de notre prix de l'entreprise citoyenne cotée en bourse. Édition 2023. Alors, je vais expliquer dans un instant. On est accompagné aujourd'hui de deux experts de choix, donc à savoir Guillaume Lasserre, donc qui est directeur justement adjoint donc de la gestion de la Banque Postale Asset Management, et Axel Piron, qui est directeur de Sustainalytics France. Merci énormément tous les deux d'être présents. Du coup, on va partager la présentation. N'hésitez absolument pas à formuler vos remarques, à poser vos questions. Nous nous ferons un plaisir éventuellement d'y répondre. Donc, je partage directement la présentation et voilà. Donc, partagez. Voilà, donc on va parler un peu des grandes lignes de ce prix de l'entreprise citoyenne cotée dont le premier lancement a été fait en 2022. On va ensuite présenter les 7 candidats, donc les 7 participants à l'édition 2023. On va évoquer les principales lignes directrices de leur projet engageant. Et on va également énoncer donc l'offre promotionnelle autour de ces valeurs, et ce qui nous donnera l'occasion de parler notamment justement de cette dichotomie qu'on a à l'esprit parfois entre performance financière et performance extra-financière. Enfin, bien entendu, on laissera place aux questions. Alors tout d'abord, donc les grandes lignes du prix, en fait, voilà, donc le prix de l'entreprise citoyenne cotée en bourse. Donc, a été lancé l'année dernière en étroite collaboration avec le groupe ainsi que ses filiales. Et donc, l'idée était justement donc de faire œuvre de pédagogie en matière extra-financière et notamment autour des piliers de l'engagement citoyen. Piliers de l'engagement citoyen de notre maison mère qui ont été repris bien entendu par EasyBourse, à savoir la transition énergétique, l'inclusion sociale et le développement des territoires. Donc, c'est du coup un prix qui est sponsorisé bien entendu par EasyBourse. Donc vous voyez ici la citation de notre président, et également par le pôle engagement citoyen du groupe La Banque Postale. Donc Adrienne Aurel-Pagès qui nous indique que le prix de la citoyenneté permet de faire œuvre de pédagogie sur les enjeux de la finance durable, tant vis-à-vis des clients que vis-à-vis des entreprises qui vont le recevoir. Donc du coup, très rapidement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est justement de faire une présélection d'entreprises françaises à partir d'une méthodologie. Une méthodologie qui va être basée à la fois sur une politique d'exclusion et à la fois sur des évaluations extra-financières. 2 évaluations en particulier, on va en parler avec Guillaume, l'évaluation de la Banque Postale Asset Management dénommée GREAT et celle d'Etifinance. Ensuite, on va demander, on va justement se rapprocher des entreprises et on va leur demander 2 ressources principales. Tout d'abord, un questionnaire d'impact sur un projet précis, pratico-pratique, donc qui tournerait autour de l'un des piliers de l'engagement citoyen, une interview d'un porte-parole éventuellement, justement autour de ce projet. Et puis on demandera à Sustainalytics également, d'où la présence d'Axel, de nous livrer une analyse approfondie de la dimension extra-financière, notamment sous l'angle de la gouvernance. Ensuite, on va procéder à 2 types de votes. Le premier type de vote qui vous concerne, chers participants, à savoir le vote du public. Donc, on va donner tout le mois d'octobre, justement, la possibilité à notre public de regarder ces projets, encore une fois, qui sont très concrets, et de voter éventuellement pour le projet qui leur parle le plus, qui leur semble le plus engageant, le plus impactant. Et on va également, parallèlement, donc solliciter un jury d'experts, on va en parler dans un instant, dont fait partie Guillaume Lasserre, dont fait partie également Axel Piron, donc, sur justement ces projets-là, pour à la fois avoir 2 prix in fine, le prix du public et le prix du jury. Ensuite, bien entendu, il y a remise des prix lors d'un événement dédié qui, justement, donc, va réunir l'ensemble des sociétés participantes et qui va donner lieu à notamment des témoignages. Ce qui est important pour vous, chers participants, c'est de savoir qu'on est en pleine période de vote pour justement le public. Et donc, ces différents projets, on va le voir dans un instant, sont accessibles sur une interface dédiée, donc sur le site easybourse.com. Alors, très rapidement, et la méthodologie, on s'est basé pour cette année 2023 sur l'indice Euronext CAC Mid and Small, qui réunissait, donc lorsqu'on l'a regardé en début d'année, 179 valeurs.
C'est là où justement donc on a voilà donc apposé le filtre d'exclusion, on a apposé justement donc l'évaluation extra-financière de LBBAM et de Etifinance, et on est arrivé justement donc sur voilà une vingtaine de sociétés, dont un bon nombre d'entre elles ont déjà participé à l'édition 2022. Là, je laisse place à Guillaume pour nous commenter les spécificités de la méthodologie GREAT, de la notation extra-financière GREAT, qui a servi notamment à justement donc avoir ces sociétés présélectionnées. Guillaume, à toi la parole. Merci, Men. Bonjour à tous. Rapidement, je vais vous présenter effectivement la manière dont on fait le premier filtre, en fait, le tamis à grosse maille, avant de rentrer vraiment dans les détails de chacune des sociétés qu'on va sélectionner. L'idée, c'est de faire, comme on fait usuellement quand on fait de l'ESG, donc de l'environnement, du social et de la gouvernance, c'est de faire de la notation de toutes les entreprises suivant des critères extra-financiers qui ont été préchoisis. En ce qui nous concerne, peut-être la particularité de cette méthode de scoring qu'on appelle GREAT, c'est qu'il ne regarde pas 3 piliers ESG, mais 4 piliers, qui sont ceux que vous avez, qui s'appellent les piliers GREAT sur le slide. Donc, c'est de la gouvernance, de la gestion des ressources, de la transition énergétique et le développement des territoires. Alors, pourquoi cette différence? J'ai envie de vous dire, parce que aujourd'hui, vous êtes dans le groupe La Poste, et dans le groupe, que ce soit EasyBourse ou LBPM, et dans le groupe La Poste, la notion de territoire, de proximité est une notion qui est importante. Et donc, on retrouve, nous, quand on fait une évaluation des entreprises cotées, on retrouve cette dimension parce qu'elle est chère à notre groupe. Donc, on a ces 4 dimensions, et pour populer ces 4 dimensions, on rend de manière plus granulaire. Donc, si je prends la gestion durable des ressources, on va regarder les ressources humaines, les droits fondamentaux des employés. Donc, ça, c'est plutôt les ressources humaines, et puis aussi les ressources matérielles, plus comme la biodiversité et l'eau, ou les pollutions et les déchets. Donc voilà, je ne vais pas décrire toute la slide, mais voilà comment, avec une architecture un peu en arbre comme ça, on arrive à reconstituer une note qui prend beaucoup de dimensions, et pour ce faire, on utilise des indicateurs qu'on va chercher chez des fournisseurs de données qu'on retrouve sur la place. Alors, c'est ainsi également, donc on a parlé tout à l'heure de 2 votes, le vote du public qui vous concerne, chers participants, et le vote du jury. On a réussi justement donc à réunir autour de nous un écosystème d'experts vraiment donc de renom sur le sujet, donc et surtout qui ont quelque chose à dire en matière extra-financière. Alors, je vais pas tous les citer, mais vous voyez effectivement ici donc l'Observatoire de l'immatériel, vous voyez donc BPI France, la CDP, Finance pour Tomorrow. Voilà, donc l'Observatoire donc de la responsabilité sociétale des entreprises, donc un panel qui se veut tout simplement donc solide pour apprécier donc les projets en question qui nous sont présentés. Sur effectivement Sustainalytics et notamment voilà, qu'est-ce qui a fait que Sustainalytics a accepté de faire partie de l'aventure de prix d'entreprise citoyenne cotée en bourse. Axel, à toi la parole, pardon. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Iman. Écoute, je pense que quelque part, les raisons étaient données déjà dans la présentation. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit la diversité de ses partenaires, et je trouve que c'est intéressant dans cette démarche de voir qu'effectivement, on est beaucoup à collaborer sur ce projet-là, ce qui aussi amène déjà une diversité de points de vue entre les différents acteurs. Et puis, ça démontre aussi l'intérêt de tous ces acteurs-là pour faire avancer ces sujets. Ce qui est aussi intéressant pour moi, et alors je tiens à le dire, je suis pas un expert de l'ESG, je travaille pour Sustainalytics, qui est une entreprise qui fait de l'analyse de l'ESG. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi dans cette entreprise. Mais néanmoins, ce que je trouve intéressant dans la démarche qui est mise en place là, et pourquoi je voulais vraiment aussi participer, c'est que il y a aussi cette dimension locale que la Poste amène, enfin que la Banque Postale amène, pardon. Et je trouve ça intéressant parce que souvent dans les entreprises telles que la nôtre qui font de l'évaluation ESG, on fait de l'évaluation ESG sur des entreprises généralement, pas sur des projets spécifiques. Et puis on va rarement rentrer comme ça sur des projets, sur des territoires. Donc la dimension territoire aussi, c'est quelque chose d'assez éclairant pour nous de voir comment vous allez apprécier ce type de projet, et puis aussi comment les différents acteurs les apprécient. Et puis également, je trouve que la diversité des entreprises qui sont sélectionnées chaque année, qui chacune vont avoir
des initiatives assez différentes. Certaines vont travailler sur des nouveaux modèles opérationnels, d'autres sur des nouvelles solutions pour répondre aux enjeux soit environnementaux, soit sociétaux. Certaines vont même remettre parfois en cause une partie de leur business model pour répondre aux enjeux du futur. Je trouve que cette diversité-là aussi témoigne de la manière dont les entreprises, chacune en fonction de leur spécificité, de l'industrie dans laquelle elles sont, vont essayer de prendre en main ces enjeux-là et essayer d'y répondre le plus justement possible. Une vraie exigence dans ce que je trouve dans ce que vous avez mis en place. Et on en parlera tout à l'heure. Nous, on a regardé, comme on l'a vu, tout à l'heure vous l'avez montré, on voyait que nous, on arrive en aval, vous avez fait un certain nombre de filtres en amont, mais nous, quand on regarde les entreprises que vous avez finalement sélectionnées, qu'on les passe à travers nous, nos grilles, on remarque que de toute façon, en matière de gouvernance, on est toujours dans des entreprises qui sont extrêmement bien notées et sur un certain nombre de points. Alors, parlons maintenant des candidats, effectivement, donc de l'édition 2023. Donc, c'est 7 sociétés. 7 sociétés, donc Alterea, Carmila, ICAD, JCDecaux, Neoen, Cadient et Transgen. Ce sont les 7 sociétés qui, justement, donc, ont estimé avoir un projet suffisamment avancé, suffisamment concret, suffisamment également extra-financier, et répondant à l'un des piliers justement dans l'engagement citoyen de Easy Bourse et donc de sa maison mère, pour justement donc effectivement être candidat. Alors les principales lignes des projets qui ont été avancés. Alors je vais pas forcément rentrer dans les détails, je vais juste indiquer que c'est un questionnaire donc qui a été transmis justement donc à nos sociétés. Ce questionnaire, c'est un questionnaire pour le coup qui est très standard et qui va justement s'intéresser au contour du projet, à sa montée en puissance, aux métriques. On va beaucoup attacher d'importance aux métriques justement pour évaluer donc le projet, ses retombées concrètes, hein, tout simplement. Et donc du coup, ce sont donc des projets qui vont ici concerner, par exemple, pour Neoen, un projet agri-solaire, donc une alliance entre une activité agricole et une production d'énergie renouvelable, donc de concert notamment avec la Fédération nationale donc Ovin. On a Cadient qui nous a surtout parlé de son programme d'économie circulaire, donc éco-conception et de remanufacturing. JCDecaux qui nous a évoqué justement donc un programme de soutien des startups dans la création de contenus publicitaires avec notamment une forte dimension ESG. Et donc l'accompagnement de sociétés, par exemple, qui sont spécialisées dans le gaspillage alimentaire ou dans la plantation d'arbres. ICAD qui nous a évoqué de son côté justement son bail engagé climat. En fait, un bail qui met le climat au cœur de la relation contractuelle avec l'occupant, notamment l'occupant qui est une entreprise. Carmila qui nous a évoqué de son côté justement donc un programme qui s'appelle Partenariat Terre à Terre. Donc c'est une stratégie en fait de restauration éco-bénéfice qui justement vont adresser un certain nombre de sujets extra-financiers comme la biodiversité, le cycle de l'eau, la vie du sol et autres. Transgen qui, lui, nous a parlé de son entreprise dans son entièreté, mais surtout du traitement d'immunothérapie personnalisée qu'il a développé donc depuis le début des années 2000. Et enfin, Alterea qui a rendu compte d'un nouveau modèle urbain basé sur la mixité, le lien social, la décarbonation, donc avec notamment de la géothermie, des panneaux photovoltaïques. Donc ces projets donc qui sont très concrets et qui ont été ensuite illustrés par des chiffres clés tous et également par les objectifs de développement durable, donc ce qu'on appelle communément les ODD, donc qui visent à adresser. Donc voilà, donc on a autant d'ODD entre guillemets que justement donc de projets et ce sont des ODD voilà qui vont concerner donc à chaque fois une dimension extra-financière. Imen, si tu le permets peut-être pour les gens qui nous écoutent, clarifier ce que sont les ODD. Les ODD, donc c'est les objectifs de développement durable créés par l'ONU. À la base, ces objectifs ont été créés par l'ONU d'abord pour les États, en définissant clairement des objectifs qui vont être lutte contre la pauvreté, développement protection des écosystèmes, etc. Donc, ce qui est fait là, c'est de regarder effectivement au niveau des entreprises, en fonction de leur projet, à quel type d'ODD ce projet-là va répondre. Et c'est pour ça qu'on va voir que
certains projets vont répondre à plusieurs ODD. La plupart répondent à plusieurs ODD, certains plus ou moins, parce qu'effectivement, par exemple, pour un Altarea, on a ville et communauté durable, et aussi on a la bonne santé, etc. Donc c'est aussi une manière de regarder en quoi ce projet-là va correspondre aux objectifs de développement durable comme définis par l'ONU. Alors, donc du coup, peut-être un mot, messieurs, sur justement donc les projets de l'édition 2023. Donc quel commentaire éventuellement la découverte de ces projets donc vous a inspiré. Axel, comme tu t'es lancé, je te propose de continuer. Merci Guillaume. Et juste, Donc, moi, juste, il y a une question de Bruno. Je pense qu'on la prendra après ce passage-là. Oui. D'accord. Oui. Alors, encore une fois, pour moi, ce qui est intéressant dans ces projets-là, c'est que c'est des projets déjà très variés et sur des industries très différentes. Donc ça, je trouve que c'est assez pertinent de voir ces différentes initiatives. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des projets qui sont plus des projets opérationnels. Si je regarde quelqu'un comme Cadient, voilà, c'est vraiment de l'économie circulaire, c'est de la relocalisation. Donc vraiment, ils travaillent avec les territoires. Et puis c'est une manière de repenser aussi leur business model, la réutilisation de leurs produits. Et puis quelqu'un comme Neoen, on est vraiment là dans la fourniture d'énergie renouvelable, mais pas que, puisque bien sûr on travaille aussi avec des agriculteurs. Donc là, on essaie d'avoir aussi une approche innovante. JC Deco, dont tu en as très bien parlé, c'est bien sûr le soutien aux startups. Donc là, on est plus dans quelque part l'offre de services auprès de ces acteurs qui peuvent et le soutien auprès de ces acteurs qui peuvent peut-être à l'avenir changer la donne. Et puis quelqu'un comme Transgène, là, on est beaucoup plus dans un acteur qui essaie d'adresser des enjeux de santé qui sont cruciaux pour nos sociétés aujourd'hui. Quelqu'un comme Altarea, moi, c'est un projet que je trouve aussi intéressant parce que là, on est vraiment dans cette création on parle d'éco-quartier, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a la partie effectivement très éco-responsable avec de la géothermie, avec la création de forêts, etc. Mais ils vont loin dans la démarche puisque, par exemple, dans ce quartier-là, ils limitent les places de parking. Donc, avec cette idée de dire, on pense à un quartier où, à l'avenir, la voiture ne sera pas centrale. Et puis aussi, il y a des logements sociaux, il y a un tiers de logements sociaux qui sont prévus, il y a des crèches, il y a des résidences seniors. Donc là, on est vraiment à la fois dans la dimension environnementale, la dimension sociétale. Le projet ICAD est très intéressant parce qu'on est dans un projet win-win, c'est-à-dire comment est-ce que je peux créer des contrats qui, moi, en tant qu'acteur, vont faire réduire mon budget d'émission, mais vont aussi pousser mes clients à eux-mêmes revoir leur consommation d'énergie, à réduire aussi leurs émissions. Donc là, on est vraiment dans une approche win-win. Et puis quelqu'un comme Carmila aussi, qui lui, il a plutôt une approche circuit court, qui veut redynamiser les territoires, qui veut créer des modèles d'agroécologie assez pertinents. Donc, chacun des projets va peut-être toucher aussi la sensibilité du public qui va voter pour ces projets-là, chacun selon ses valeurs et aussi. Et donc, je trouve que cette diversité-là permet à chacun de s'y retrouver, de trouver sans doute des sociétés dont le projet va plus correspondre à ce que eux entendent de la citoyenneté, parce qu'on parle de l'entreprise citoyenne, mais je pense que nous trois déjà pouvons peut-être avoir une définition un peu différente de ce qu'on attendrait. Et là, c'est bien d'avoir des projets très diversifiés qui permettent à chacun de sélectionner l'entreprise qui leur paraît la plus proche de leurs convictions et de leurs valeurs. Guillaume, à toi la parole. Alors, Axel a montré la diversité. Moi, je vais essayer de faire des paquets pour voir est-ce qu'il y a des axes qui se dégagent dans cette sélection. Alors, moi, je trouve que le premier axe intéressant qui se dégage, et en fait, il n'est pas anodin, c'est la lutte contre si on prend la lecture ODD, par exemple, à la fin, ce qui permet d'avoir un jugement, on va dire, un peu objectif des projets, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, on voit que la plus grande partie de ces projets-là adresse quelque part à un moment donné cette partie-là. C'est ultra clair, évidemment chez Neoen puisque c'est leur cœur de business, mais on le retrouve aussi chez Cadian parce que c'est une éloge, c'est un business model qui s'inspire de la sobriété, donc c'est totalement raccord avec ça. ICAD, c'est évidemment un sujet sur le réchauffement climatique puisque c'est l'intégrer contractuellement avec leurs locataires. Altarea, c'est évidemment la même chose. Et si tu peux juste passer pour être sûr que Et Carmilla, de mémoire, Carmilla, c'est plus biodiversité. Je le mettrais moins. Il a une composante, mais c'est plus sur la biodiversité. Donc, on a déjà 4 projets
clairement identifié sur le réchauffement climatique, ou en tout cas sur la lutte contre les changements climatiques. Et c'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin parce que c'est une tendance qui est tellement avérée que c'est normal que les business models s'adaptent. C'est-à-dire que c'est 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 pas caritatif du tout. C'est-à-dire que c'est parfois une question de survie. Alors euh, pour certaines entreprises, c'est-à-dire que la modification est nécessaire s'ils veulent continuer à opérer. Et c'est parfois même. Donc ça c'est le côté toujours un peu anxiogène, etc. Mais là, on commence à voir des côtés très opportunistes. C'est-à-dire que la lutte contre le changement climatique, qui d'un point de vue entrepreneurial devient opportuniste. C'est évidemment le cas de Neoen, c'est aussi le cas, de manière plus étonnante, de Cadient, qui construit un business model sur la lutte contre le changement climatique par l'économie circulaire. Et ça, c'est hyper intéressant. Le deuxième paquet, alors lui qui est plus surprenant, moi, qui m'a surpris dans l'arrivée, c'est l'apparition de la biodiversité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est très compliqué. Aujourd'hui, les entreprises sont assez peu outillées, et nous on l'observe en tant qu'investisseurs, sur comment adresser ces sujets de biodiversité. Et donc là, que ce soit Neoen dans un cas ou Carmila, de voir émerger des projets qui regardent ces sujets-là, c'est assez intéressant parce que on en est vraiment au tout début, mais on voit que c'est bien ressorti quand même dans notre sélection. Et après, il y a je crois qu'il y en a qu'un que j'ai pas cité, c'est Transgène et Transgène, oui, c'est ça. Non, et JC2Co. Non. Il y a Transgène, c'est un peu normal de trouver des entreprises sur la santé quelque part sur le bien-être, etc. Alors là, c'est un peu plus que le bien-être, hein. C'est vraiment sur la santé. Et moi, je suis assez content parce que souvent, c'est un peu le parent pauvre de l'ESG, la santé. Et là, on a un super projet qui est même pas un projet, en fait, hein, qui est un business model d'une entreprise. Donc voilà, enfin, c'est plus rare. Donc moi, j'étais content d'en voir apparaître là. Et après, il y a JC2Co qui est plus sur, là, pour le coup, qui est moins dans son business model, mais qui trouve, parce que son business model est assez peu exposé finalement à ces sujets-là, donc, mais qui trouve quand même le moyen dans ses pratiques d'essayer, donc en particulier ses pratiques avec ses fournisseurs de mémoire, d'essayer de trouver une manière de prendre part à ces sujets extra-financiers. Et donc là aussi, je trouve que c'est pas facile en fait pour certaines entreprises de s'y mettre. Et là, on a le cas d'une entreprise dont le business naturellement n'est pas forcément orienté et évidemment vers un critère ESG connu et qui arrive dans ses pratiques. Donc voilà, moi c'est donc quatre paquets. Le changement climatique, l'apparition de la biodiversité. Heureusement, il y a de la santé. Et le dernier, c'est même pour les boîtes qui n'ont pas un business évidemment centré sur les problématiques qu'on cherchait à avoir, le fait de l'intégrer dans leur pratique permet qu'elles jouent leur rôle. Voilà. Alors, à présent, donc effectivement, on a des questions qui vont concerner justement donc, cette partie-là. La partie qu'on va ouvrir aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à savoir justement donc l'offre promotionnelle qui est programmée autour de ces valeurs. Donc, question de Bruno et question de Thierry, qui s'intéresse notamment à la performance, notamment boursière de ces sociétés. Et donc, Guillaume et Axel vont parler justement de cette dichotomie qu'on a entre performance boursière et performance extra-financière. Dans un premier temps, donc peut-être évoquer en gros les grandes lignes justement de cette offre autour de ces valeurs. Donc, c'est un remboursement des frais de courtage sur les opérations à l'achat exécutées donc, entre le 1er octobre et le 30 novembre, donc c'est sur du coup 2 mois, au comptant et en SRD, sur ces 7 valeurs. Donc les 7 valeurs sont concernées donc, à l'intérieur de ce programme. Le remboursement de frais donc, est effectué, que l'opération soit faite donc, au comptant ou que l'opération soit faite donc, en service règlement différé. On va justement donc l'opération est en cours actuellement et on va évoquer effectivement là dans un instant, tout de suite maintenant, les caractéristiques financières notamment de ces sociétés. Alors ici, ce sont des caractéristiques qui justement se retrouvent dans les fiches valeurs qu'on va voir dans un instant
de ces entreprises. Et donc, j'ai souhaité, à l'intérieur d'un tableau, résumer en fait ces informations-là. Donc, on a ici, bien entendu, donc, le code ISIN hein, qui vous permet tout simplement d'identifier la valeur et ensuite de l'intégrer dans le moteur de recherche principal des e-bourses de manière à générer donc la fiche valeur correspondante. Vous avez le secteur, vous avez la note grade. On parlait tout à l'heure justement de cette évaluation extra-financière qui a servi de filtre dans la méthodologie. Donc, on voit qu'ici, les notations vont de 1,4 pour 1,3 à 4,5, sachant que c'est une note qui se veut dégressive. C'est-à-dire que, en fait, plus vous vous approchez de 0, et plus, en fait, la note est meilleure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, on a un NeoN qui a une meilleure note, pour le coup, qu'un Alteria, par exemple. Ensuite, vous avez donc parmi les dispositifs d'aide justement et d'accompagnement de nos clients sur les idées d'investissement, on a les recommandations broker. Ici, il ne s'agit pas du tout de l'exhaustivité des recommandations, il s'agit simplement de la dernière recommandation liée au titre. Donc, on va avoir de l'ODO, on va avoir de l'Invest Securities qui vont se prononcer justement sur est-ce qu'il faut justement donc alléger, renforcer, vendre éventuellement la valeur. Le consensus, très important, je vais vous le montrer là aussi dans la fiche valeur. On a en fait à l'intérieur de la fiche valeur une rubrique consensus où là aussi vous allez avoir justement donc le nombre d'analystes qui vont se prononcer sur soit acheter la valeur, renforcer la valeur, alléger la valeur, vendre la valeur. Donc là vous avez donc en fait l'état des lieux à l'instant T, donc à aujourd'hui, sur ces différentes valeurs. Après donc vous avez l'éligibilité au PEA, l'éligibilité au SRD, et ensuite vous avez est-ce que la valeur est intégrée dans les modèles de portefeuille ou dans les listes donc idées d'investissement, donc on va l'évoquer également dans un instant, de ce mois-ci. Et donc, en fait, l'idée, c'était de savoir éventuellement est-ce que ces valeurs sont intégrées donc pour ce mois-ci. Et la réponse est oui pour 2 d'entre elles, NeoN notamment, qui se retrouvent pour le coup dans le modèle de portefeuille France PEA et dans la liste environnement, et Transgène qui se retrouve dans la liste santé. Donc ça, ce sont les éléments éventuellement qui justement donc concernent les informations financières. Maintenant, la question qui est posée, c'est celle de savoir est-ce que en fait ces valeurs, est-ce que justement l'ESG est reflété dans la performance boursière, notamment par exemple year to date ou pas. La réponse, je vais la laisser dans un instant éventuellement à Guillaume et à Axel, mais si on regarde les fiches valeurs l'une après l'autre, vous avez 2 uniquement valeurs sur ces 7 pour l'instant, aujourd'hui, à date, qui sont dans le positif. Vaste question, performance extra-financière et performance financière. Donc l'ESG, à l'intérieur justement de ces performances year-to-date, comment considérer cela? Peut-être, je vais commencer, Guillaume, parce que je suis persuadé que tu auras une réponse beaucoup plus détaillée, parce que moi, je suis pas vraiment là pour faire de l'analyse financière, mais je vais plutôt vous donner une vision plus générale, c'est-à-dire que l'investisseur responsable, en fait, c'est un investisseur à long terme. La vraie question aussi qu'il faut se poser, c'est l'horizon d'investissement. Et toutes les analyses que nous faisons chez Sustain, Morningstar, nous montrent qu'à long terme, l'intégration de critères ESG va amener de la performance. Mais effectivement, c'est sur du long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir ici et là. Et puis, c'est sûr, je dirais que c'est sur le portefeuille, là aussi, des portefeuilles diversifiés. Donc, les titres peuvent être pris différemment. Mais je pense qu'il faut quand même avoir cette vision d'être un investisseur à long terme et un investisseur qui aussi croit au projet de l'entreprise. Moi, peut-être juste, je prends la question de Bruno. Je me permets de prendre la question de Bruno avant de répondre finalement à celle de Thierry et à la tienne, Imen. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, dans la décision d'investissement, donc achat, vente, etc., la composante, si on prend les grandes géographies mondiales, etc., la composante financière reste dominante dans le choix d'investissement. Pourquoi? Parce que les grandes places d'investissement que sont les États-Unis et l'Asie, par exemple, sont des places où il y a moins de réflexion autour des dimensions extra-financières. C'est surtout en Europe, en fait. C'est en Europe, pas Europe continentale. Hein, les Anglais sont aussi présents là-dessus.
qu'on intègre des dimensions extra-financières. Donc, la remarque de Bruno, elle est vraie si on regarde de manière très générale. Si on zoome un peu sur l'Europe, de plus en plus, hein, honnêtement, il suffit de regarder les flux dans les OPCVM ou dans les ETF, par exemple, pour se rendre compte que les investisseurs particuliers et institutionnels se dirigent de plus en plus dans des OPC qui ont des caractéristiques extra-financières. Et donc, dans ces OPC qui ont des caractéristiques extra-financières, il y a des gérants comme moi, par exemple, qui ont des considérations extra-financières quasiment au même titre que des considérations financières. Ça, c'est un début de réponse. Il est long, mais j'en ai un deuxième, parce que je veux tordre le cou à à une légende urbaine. Oui, j'assume que les critères d'évaluation ESG sont subjectifs, mais alors que quelqu'un vienne me prouver que les critères d'investissement financier sont objectifs, et alors là, je suis quelqu'un de comblé. Aujourd'hui, entre le gérant value, le gérant croissance, le gérant qui suit les cours, le gérant qui est contrariant, il y a des styles d'investissement, euh, dans les styles d'investissement, il y a une variété qui est largement plus pléthorique que dans les styles d'investissement ESG. Donc ça, enfin, honnêtement, il faut l'avoir en tête, hein. Euh, donc c'est subjectif et c'est assumé. Et d'ailleurs, on sera un peu jugé, nous gérants, sur la performance de notre subjectivité ou pas. Alors, je vois Bruno qui réagit en disant qu'il représente 1% des critères d'investissement aujourd'hui. Alors, je ne sais pas sur quoi ça s'applique. Moi, ce que je sais, c'est que sur les flux, par exemple, c'est beaucoup plus que ça. Les flux dans les fonds ESG, c'est beaucoup plus que ça. Mais de toute façon, vous avez raison, Bruno. Ce n'est pas aujourd'hui une tendance qui a dépassé le financier parce que l'investisseur, quand il vient sur les marchés, il y vient quand même pour gagner de l'argent. Donc ça, donc ça, c'est ma réponse à Bruno. Peut-être Axel, tu voulais dire quelque chose? Oui, si tu permets, parce que je pense aussi que là, on parle de critères ESG, mais il y a beaucoup de choses. Les critères ESG, ça veut dire beaucoup de choses. Par exemple, effectivement, enfin, c'est 1%. Par exemple, la réglementation européenne aujourd'hui pour les investisseurs institutionnels oblige à prendre en compte, par exemple, le risque de durabilité, que ce soit des fonds ESG ou des fonds traditionnels. Ce risque de durabilité là, c'est un risque, alors vous l'appelez risque ESG par exemple. Ça, c'est un critère qu'on va se retrouver de plus en plus pour les acteurs qui sont en Europe, hein, qui sont obligés d'en tenir compte. Alors après, effectivement, si on commence à parler de la prise en compte des ODD, par exemple, on va se rendre compte qu'effectivement, là, ça peut être représenté moins. Néanmoins, je tiens quand même aussi, même dans ce critère-là, on va retrouver des critères qui sont quand même pour moi, je vois très souvent dans beaucoup d'acteurs des critères d'exclusion, hein, qui sont des critères de valeur et qui vont être le non-respect des normes onusiennes Global Compact. On a beaucoup de fonds qui refusent d'investir, par exemple, dans l'industrie du tabac. Et ça, c'est un critère aussi, hein. Donc, on le retrouve très fortement. Il apparaît très souvent. On va avoir des critères aussi, bien sûr, dans tout ce qui est, par exemple, les armes controversées, armes aux munitions, etc. Donc, tout va dépendre en fait de ce qu'on met derrière critères ESG. Donc, effectivement, on peut avoir, si on est si on considère que la décision d'investissement ne se fait que sur des critères ESG, on va se retrouver effectivement sur des fonds très limités. Et puis, si on parle de ce qu'on appelle le financement impact, alors là, on est sur effectivement une petite part de marché. Mais le ESG, les critères ESG peuvent être plus larges que ça, selon notre interprétation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Avant de répondre, parce que je vois du coup qu'on sollicite des questions, je vais donner mon opinion sur performance financière, performance extra-financière. Juste c'est vrai que c'est un peu brutal de regarder, les performances depuis le début de l'année, surtout bon. Mais il faut le faire quand même parce que c'est quand même le point de Thierry. Il y a quand même il se passe des choses à court terme et on doit savoir réagir. Juste, hein, c'est vrai qu'on a tous en tête que le CAC 40 aujourd'hui, là, je sais plus, aujourd'hui ou demain, depuis le début d'année, enfin aujourd'hui ou hier, depuis le début d'année, il est aux alentours de 8%. Le CAC Small, d'accord, les petites capitalisations, il est à moins 14. D'accord? Il est 22% en dessous. Aujourd'hui, les entreprises qu'on est en train de regarder, c'est plutôt des small caps. D'accord? Donc, on a des références en tête qui sont de l'information qu'on capte.
En général, quand on est français, on capte l'information de la performance du CAC 40 et je ne fais affront à personne en disant que une certaine boîte de luxe aujourd'hui tire la performance du CAC 40 beaucoup plus qu'une espèce de panier diversifié d'entreprises qui représentent on va dire, la grande majorité des secteurs qu'on peut trouver en France. Donc le premier chose, c'est quand on compare des choses, c'est bien de les comparer avec des comparables. Donc, si on regarde déjà, il y a 22% de moins si on regarde avec l'univers à peu de choses près, qui est l'univers des comparables, qui est des petites capitalisations. Et après, comme le faisait remarquer très justement Thierry, c'est-à-dire que là, il se trouve qu'on a 3 foncières ou quasi-foncières, d'accord, qui sont ressorties de ce filtre, parce qu'il n'a pas regardé, il n'avait pas de biais sectoriel, etc., et que les foncières font beaucoup d'efforts parce qu'elles sont très sujettes aux problèmes typiquement de décarbonation. Et donc celles qui font des efforts remontent naturellement dans nos classements. Et c'est vrai que les foncières, quand les taux augmentent, c'est cata parce que ce sont des structures qui sont très emprunteuses, qui ont besoin de continuer d'emprunter. Quand les taux augmentent, et ben voilà, elles sont elles-mêmes en difficulté et du coup leur cours de bourse s'en ressent. C'est la même chose dans notre classement pour les énergies renouvelables qui sont des structures qui ont besoin d'emprunter. Un monde où on emprunte un zéro et un monde où on emprunte à 3,5% ou 4%, eh bien, d'un point de vue performance financière, ça s'en ressent très fortement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté contexte. C'est-à-dire que ce que je veux dire là-dedans, c'est que la performance de ces entreprises-là n'a jamais été, n'est pas juste le fruit de leur capacité à être bonnes en ESG. Elles sont aussi plongées dans des secteurs et dans un environnement qui peut ne pas leur être favorable. Donc, après, est-ce que vis-à-vis de leur pairs, elles s'en sortent mieux? Moi, je rejoins un peu ce que disait Axel tout à l'heure. On commence à avoir un peu de recul. C'est dur de tirer honnêtement, des théories de ça. Mais en tout cas, ce dont on s'aperçoit, la chose naturelle, c'était de dire quand on regarde plus de choses et quand on se met plus de contraintes, c'est normal qu'on performe moins. Ça, c'est quasiment mathématique, si j'ai envie de dire. La réalité, c'est que c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on regarde 5 ans en arrière, il ne faut pas regarder plus loin de 5 ans en arrière parce il n'y avait pas de vraie gestion ESG, il n'y avait pas vraiment de vrai système de notation, etc. Honnêtement, on n'est pas capable d'avoir un discours en disant bah oui, ça a vraiment coûté de l'argent. On est capable de dire en 2022, quand les prix du pétrole partent au plafond, les stratégies ESG, elles ont plutôt tendance à pas être très investies sur le pétrole, donc elles sous-performent. Mais ça, c'est quasiment une lapalissade, si vous voulez, enfin, je veux dire, voir une tautologie. En revanche, sur les longs termes, aujourd'hui, les résultats, je suis moins enthousiaste, plus réservé que Axel sur la surperformance, mais en tout cas, le fameux coût qui devait apparaître parce que on a moins d'opportunités d'investissement quand on fait de l'ESG, en fait, il n'a pas été observé. Donc voilà, donc ça c'est le premier sujet. Est-ce que j'ai une super question de Bruno, est-ce que je la prends ou est-ce que je la laisse à Axel? Allez, je peux la prendre. Vas-y. Si tu veux. Mais je pense que oui, en fait, ça pose une vraie question. La question, c'est quid de l'investissement dans l'industrie pétrolière au niveau de l'ESG? Et là, ça pose des vraies questions parce que c'est les questions de valeur. C'est-à-dire que vous pouvez être un investisseur ESG qui considère que de toute façon, l'industrie pétrolière, c'est une industrie qui participe au réchauffement climatique et donc vous n'en voulez pas. Et donc vous voulez l'exclure. Vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez aussi considérer que l'industrie pétrolière est une industrie essentielle qui amène de l'énergie et en fait, il faut les accompagner dans leur transition. Donc là, vous allez valoriser plutôt des entreprises qui sont aujourd'hui en train de faire évoluer leur business model pour un modèle qui soit plus durable et donc moins dépendant justement des énergies fossiles. Et donc, je pense que là, il a encore une fois, je dirais que l'ESG, c'est un terme qui paraît très simple à comprendre, mais qui correspond en fait pour moi réellement à une personnalisation, parce que notre compréhension et les valeurs que l'on met derrière vont être très différentes d'un acteur à un autre. Et l'important pour moi, c'est vraiment de faire ce travail de sélection en fonction de ce que vous considérez comme important pour la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que je dois exclure les pétrolières ou est-ce que je dois les accompagner et est-ce que je dois financer la transition ou est-ce que je dois uniquement me focaliser sur les entreprises qui, d'ores et déjà, ont des solutions? Alors, une fois que j'ai dit ça, moi, je veux quand même ramener un certain contexte. La Commission européenne a créé
une taxonomie européenne des activités vertes. Ce qui est très intéressant parce que ça amène des critères, en plus des critères techniques très, très précis. Par exemple, vous pouvez produire du ciment dans des conditions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Si vous produisez une tonne de ciment en émettant moins de 700 kg, je crois, de CO2 par tonne de ciment produit. Ça, c'est des critères très compliqués, très, très techniques, très précis. Les estimations de la Commission aujourd'hui, c'est que moins de 5% de l'économie européenne aujourd'hui est alignée avec cette taxonomie-là. Donc, ça démontre, il faut partir aussi de ce constat-là. On a pour l'instant une économie qui n'est pas dans un modèle durable environnemental. On a une économie qui doit transitionner. Donc effectivement, si vous partez sur une approche très exigeante qui consiste à dire je ne veux investir que dans des entreprises qui ont des solutions, alors vous avez globalement, comme le disait tout à l'heure Guillaume, un périmètre d'investissement qui va se réduire, qui va être aux alentours de 5%. Après, si vous considérez que en fait, vous voulez identifier des entreprises qui sont en transition, vous allez notamment regarder par exemple les CAPEX que l'entreprise va allouer à des activités qui sont alignées avec cette taxonomie, ce qui va vous donner un film ou la trajectoire que cette entreprise est en train de prendre. Donc là, vous pouvez les sélectionner comme ça. Donc je pense qu'il y a en fait la complexité en fait avec l'ESG, c'est qu'il faut accepter cette complexité-là et aller chercher les informations pour vraiment comprendre ce qui va refléter vos valeurs ou pas. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Axel. Peut-être un commentaire sur ça, c'est que pour les gens qui investissent, je crois qu'il y en a pas mal là, ce soir, en fait, la difficulté, c'est les généralités. C'est-à-dire que quand on essaie d'être simple, on est parfois simpliste. Et malheureusement, on sait qu'un cas d'investissement est plus compliqué. Moi, je vais poser la même. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans les foncières aujourd'hui? C'est vachement décoté quand même, c'est vachement intéressant. Pourtant, on ne sait pas ce que les banques centrales vont faire. Je veux dire, ces questions-là, très générales, en fait, elles cachent des réalités beaucoup plus complexes. Je prends juste un exemple. Un exemple simple. Prenons dans les industries pétrolières. Alors, vous allez me trouver très chauvin. Bon, c'est pas grave, j'assume complètement. Vous avez deux entreprises assez connues, une qui s'appelle Total Energy, l'autre qui s'appelle ExxonMobil. Bon, Total Energy a des sujets avec son business. Honnêtement, nous, on estime qu'ils sont pas tout à fait, qu'ils ne sont pas à la cible sur décarboner. Mais vous avez quand même une entreprise qui a lancé un programme de transformation de ses ingénieurs. Vous avez une entreprise qui a déjà promis des CAPEX sur les énergies renouvelables, qui a construit une ligne métier sur les énergies, sur l'électricité. Et puis, de l'autre côté, vous avez ExxonMobil qui vient d'annoncer qu'ils allaient mettre 60 milliards dans le gaz de schiste en achetant une pionnière aux US. Que finalement, donc, certes, ces valeurs peuvent avoir justement corrigé depuis le début de l'année, mais ça n'empêche pas, si l'on considère justement les différents outils mis à disposition de nos clients à l'intérieur justement donc, du site Easy Bourse, si on regarde par exemple les consensus, et si par exemple tout à l'heure on regardait ICAD, ICAD fait l'objet justement donc d'un consensus acheté de la part de 6 analystes, donc c'est la majorité aujourd'hui qui considère que peut-être justement le cours a énormément corrigé et qu'il est peut-être temps maintenant justement de s'y intéresser en termes de points d'entrée et d'opportunités d'investissement. Donc certes, ces valeurs peuvent avoir perdu, et on le voit, on le constate énormément depuis le début de l'année pour certaines d'entre elles. Pour autant, donc le point d'entrée peut paraître intéressant si l'on considère les différents faisceaux, les différents indices, qui justement constituent le faisceau destiné à vous permettre de forger une conviction. Et donc, c'est par exemple, on prend Neoen. Neoen, on voit que effectivement, donc on est quand même sur de l'acheter. Donc, pourquoi de l'acheter? Deutsche Bank qui également nous dit qu'il faut conserver le titre. Et puis, on a également donc le titre qui apparaît dans le modèle de portefeuille France et dans la liste environnement. Donc, l'idée, c'est de voir éventuellement, à partir de l'ensemble de ces éléments, est-ce qu'il y a effectivement matière à corroborer justement une conviction acheteuse sur le titre ou pas. En tout cas, l'offre promotionnelle que l'on a destinée donc cette année, ce mois-ci, pardonnez-moi, et le mois prochain, est destinée
à vous accompagner dans la découverte de ces valeurs et à voir effectivement si certaines de ces valeurs donc mériteraient pour le coup d'initier une position acheteuse ou pas. On a vu tout à l'heure effectivement, donc c'est ce que je montrais, les fiches valeurs donc au cours de ces titres. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que là, par exemple, si on prend voilà, le modèle de portefeuille France, on retrouve, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc la société normalement Neoen. Et voilà, elle est là. Et donc, voilà. Donc, quand vous cliquez justement sur Neoen, vous avez cette possibilité d'avoir en fait un certain nombre de rubriques et dont la rubrique effectivement actualité, donc information sur le titre. C'est là où vous allez avoir éventuellement les recommandations de broker et vous allez avoir éventuellement là le consensus justement avec l'ensemble des éléments d'appréciation des analystes. Donc voilà. Donc certes, ces valeurs ont perdu peut-être depuis le début de l'année. Et la question est de savoir éventuellement s'il n'y a pas matière éventuellement à se repositionner pour profiter éventuellement de points d'entrée intéressants. Donc voilà. Voilà pour justement donc ce webinaire consacré à notre service idée d'investissement. Je remercie énormément Axel, je remercie énormément Guillaume éventuellement pour leur éclairage et pour leur élément d'information. L'ensemble des éléments d'information vous sont proposés ici. Donc je reviens éventuellement sur le site Easy Bourse. Donc voilà, donc ici vous avez nous découvrir et vous avez notre engagement citoyen. À l'intérieur de notre engagement citoyen, vous avez ici justement donc cet espace-là qui est dédié au prix de l'entreprise citoyenne cotée. Et quand vous cliquez sur découvrir, c'est là où vous allez avoir l'ensemble des informations. Vous allez avoir d'abord l'ensemble des informations sur justement donc les sociétés participantes de cette édition 2023, ce qui va vous permettre de voter. Donc encore une fois, le vote justement est ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est une page également qui vous permettra de revoir éventuellement les grandes lignes de cette offre promotionnelle qui encore une fois prend fin à la fin du mois de novembre. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Merci, Men. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.